Taxi FM. Le monde en une radio. Le Pacifique sur Taxi FM. Le Pacifique, votre rendez-vous sur Taxi FM. Tous les samedis entre 9h et 10h. Le Pacifique est une émission d'information et d'éducation de la jeunesse. Une émission débat sur les défis de nos sociétés modernes. Un instant pour la culture de la paix. Le Pacifique, au cœur de vos préoccupations. Une convergence pour la culture de la paix et le développement. Avec le Pacifique, vous avez des mots justes pour vos mots. Ne manquez pas le débat, les invités spéciaux, les jeux, questions-réponses. Le tout sur Taxi FM entre 9h et 10h. Tous les samedi sur la radio géniale. Taxi FM 93.1. Bonjour et bienvenue aux auditeurs et aux auditrices de la 93.1, la radio géniale. Bienvenue à votre émission Le Pacifique, émission de ce matin qui sera en relation avec la dépravation des mœurs. Nous avons pris comme prétexte la conférence qui a été organisée par l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo sur le thème « La jeune fille musulmane face à la dépravation des mœurs de la société », conférence qui a eu lieu le 31 mars 2018 au Centre culturel islamique plus connu sous le nom de Centre Khadafi. Cette conférence était organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2018. Nous avons donc invité Madame Diobo Oumou, qui est membre du Bureau national de coordination de l'Association des cadres musulmans au Togo, qui est également à WANEP, où elle est responsable du programme et des femmes. Elle est ici avec Urogandi Faouzia, deuxième vice-amir de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, qui a organisé la conférence. Elle est étudiante en 3e année à l'Esteba. Soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour. On va commencer par Urogandi. Pourquoi avoir organisé une telle conférence ce 31 mars? Ok, merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour la question. D'abord, je dirais l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo que nous sommes, AIMT, a plusieurs objectifs. D'abord, sauvegarder la foi et la croyance de ses membres, c'est-à-dire élèves et étudiants musulmans au Togo, promouvoir leur citoyenneté et veiller à l'épanouissement pour un développement durable au Togo. Et parmi ces objectifs, l'AIMT n'a pas oublié la scolarisation de la jeune fille musulmane. Voilà pourquoi chaque année, comme le mois de mars est dédié comme mois de femmes, l'AIMT profite pour organiser des journées de réflexion et d'action des sœurs sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les sections de l'AIMT, dans 25 préfectures du Togo. C'est pourquoi chaque année, nous organisons la journée de réflexion et d'action des sœurs. Pourquoi avoir choisi pour cette journée de réflexion et d'action de la sœur musulmane le thème « La jeune fille musulmane face à la dépravation des mœurs » ? Ok, merci beaucoup. Et si nous avons choisi ce thème, c'est pour corriger tant de choses. D'abord, nous savons que nous sommes dans un pays laïque, dans un milieu laïque, et que nous sommes avec d'autres sœurs, nous côtoyons d'autres sœurs qui nous sont non musulmans. Mais on constate que de nos jours, nos sœurs ont tendance à copier les autres. Bien sûr, on est avec les autres, il faut quand même tirer ce qui est bon, mais il ne faut pas copier. Nous sommes quand même des musulmans. Et en tant que musulmans, nous avons des règles. Par exemple, si nous prenons sur le plan voile, notre religion nous recommande le voile. Comme ce que Dieu, le Tout-Puissant, nous dit dans le Saint-Coran, dans Sourate 33, verset 59, « Ô prophète, dis à tes épouses, tes filles et les femmes des croyants de ramener leur grand voile sur elles. Elles seront vite reconnues. » Donc, la religion nous recommande le voile. Mais maintenant, nous voyons que les jeunes filles musulmanes n'aiment pas porter le voile. Pourquoi? Parce qu'elles ont tendance à copier les autres. Nous voulons corriger cela. Voilà pourquoi nous avons organisé. Ensuite, le comportement vis-à-vis de nos parents. On dit souvent que quand on est jeune fille,
le paradis se trouve sous les pieds de nos parents. Comment faire pour trouver ce paradis? Ce n'est pas en étant impoli envers nos parents, ce n'est pas en désobéissant à nos parents que nous allons trouver ce paradis. Il faut quand même du respect, écouter ses parents, les aimer comme eux, ils nous aiment. Voilà aussi pourquoi nous avons, deuxième raison pour laquelle nous avons organisé. Et ensuite aussi, l'habillement de la jeune fille musulmane. Maintenant, avec les télés, les feuilletons que nous suivons, on a tendance aussi à copier ces genres d'habillement. Or, en tant que musulmane, nous avons un habillement que l'islam nous a recommandé. En général, la femme doit avoir un habillement décent. Mais l'islam aussi a un type d'habillement recommandé aux sœurs. Donc, nous voulons quand même rappeler aux sœurs que l'islam a un habillement typique. Il faut quand même couvrir tout le corps, avoir un habillement décent, avoir toujours son voile sur elle dans n'importe quel lieu. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème quand même. D'accord. Puisque celle qui a fait la conférence est ici, Madame Diobo Oumou, on va avec elle faire un peu le point sur le sujet et voir qu'est-ce qui a été discuté. Pour revenir sur le thème, la jeune fille musulmane face à la dépravation des mœurs dans la société, quand on parle de mœurs, de quoi on parle? Bonjour, chers spectateurs, bonjour, chers auditeurs. Et effectivement, comme ma consoeur l'a dit, déjà il y avait un problème. C'est pourquoi elles ont pensé corriger ce problème-là en adoptant le thème de la dépravation des mœurs par rapport à la vie de la jeune fille et celle musulmane. Effectivement, quand on parle de mœurs, c'est une manière, une habitude que la société a adoptée au sein d'elle pour quand même être en conformité avec les règles préétablies. Donc, c'est la manière de vivre dans une société et ça dépend, cela évolue dans le temps et dans l'espace et par rapport à nos religions, à nos sociétés aussi. Et ce sont des règles, je dirais tout simplement que ce sont des règles établies par notre société et que nous devons, en fait, en tant qu'individus qui vivent dans cette société-là, respecter ces règles pour être en conformité avec la loi, si je peux le dire ainsi. Quand on parle de mœurs, généralement, dans l'esprit de beaucoup de personnes, ce qui vient le premier, c'est le sexe. Est-ce que la question des mœurs est restreinte à la question du sexe? Parce que quand on parle de mœurs, on pense immédiatement, non, elle n'est pas bien habillée, non, il a fait ça. Est-ce que c'est limité à la question du sexe? Je pense que c'est un aspect. Le sexe est un aspect des mœurs. Parce que si on va très loin, on remarque qu'au niveau, quand je parlais des règles tout à l'heure, au niveau de ces règles, il y a une manière d'éduquer les enfants qui viennent. Il y a une manière de respecter nos traditions, nos us et coutumes. Ça, ce sont des aspects aussi. Et il y a l'aspect sexuel aussi qui vient. Et parce que par le passé, le sexe est considéré comme un tabou. Pour en parler, il faut quand même réfléchir et savoir avec qui pas en parler. Maintenant, au niveau de la société actuelle, le sexe est devenu comme le modèle et on est allé loin avec l'histoire d'homosexualité et autres. Et donc, en dehors de cet aspect-là aussi, il y a l'aspect religieux. Donc, le sexe n'est pas, au niveau des mœurs, le sexe n'est pas le seul aspect. Il y a plusieurs aspects qui rentrent dedans. Et vous, comme vous l'avez dit, vous avez touché même l'habillement, et la manière de manger, la manière de marcher, et tout, ça rentre tout. Mais ce que nous vivons actuellement avec l'aspect, le système d'homosexualité, c'est ça qui fait que certaines fois, quand on parle de mœurs, les gens ont tendance à dire que oui, c'est uniquement lié plutôt au sexe. Et donc, voilà pourquoi il y a cet aspect-là qui vient se greffer par rapport aux normes préétablies et qui bouleverse en fait l'ordre de la société. En fait, pour être simple, on peut dire que les mœurs, c'est des vertus. En fait, c'est
J'allais dire, c'est la bonne pratique, c'est le bon comportement, c'est les bonnes habitudes dans nos sociétés. Pourquoi parler de dépravation? Est-ce que nos habitudes ont disparu? Oui, effectivement, il faut dire la vérité. Et je peux dire même plus de 80%. Nos mœurs, je ne peux pas dire totalement disparues, mais 80%, elles sont en train de disparaître. Elles sont en train de disparaître parce que ce que nous vivons actuellement, nous constatons qu'il y a ce bouleversement-là. Et l'ordre qui était établi par nos parents n'existe plus. Et on peut aller loin en fouillant par rapport aux origines, qu'est-ce qui est dû à ça. Maintenant, comme entre-temps ma collègue le disait, il y a les enfants qui n'arrivent plus, qui ne respectent plus d'ailleurs leurs parents. Il y a nos jeunes sœurs, nos jeunes garçons qui ont une manière de mener leur vie avec l'histoire de hip-hop, comment il faut s'habiller, comment il faut imiter. Chacun cherche, en tout cas dans cette société, à imiter quelqu'un d'autre qui n'est pas peut-être forcément de sa société et de ses règles. Donc je crois que ça a bouleversé l'ordre qui était établi, d'où la dépravation des mœurs, avec l'histoire de l'homosexualité, avec l'histoire de l'habillement par-ci, par-là que nous voyons, et avec la manière dont même les gens considèrent le Tout-Puissant, le Dieu suprême, qui n'a plus sa place dans le cœur de certaines. Je dirais que ça a bouleversé l'ordre que nos parents avaient vécu auparavant. On va revenir sur cette question de dépravation en essayant de faire une typologie. Est-ce que, puisque vous avez relevé la question de l'éducation, est-ce que du point de vue éducation, on peut constater à ce niveau un élément lié à la dépravation des mœurs? Oui, ça, je peux dire que c'est le pilier central même de la dépravation des mœurs, parce que tout passe par l'éducation. Si aujourd'hui nous constatons que nos jeunes ne respectent plus, en tout cas, comme vous l'avez dit, entre-temps, les vertus, les habitudes, la manière de vivre de la société ou bien d'une famille donnée, c'est que l'éducation a été entre-temps bafouée. Parce que, quoi qu'on dise, les parents sont les premiers responsables d'ailleurs de l'éducation de leurs enfants. Mais du moment où ils sont laissés à eux et que chacun se cherche dans la vie, et je pense que les gens ont essayé d'une manière ou d'une autre de donner le peu qu'ils ont en oubliant de mettre les garde-fous dans ce système éducatif. Et parce qu'aujourd'hui, si nous allons loin, il y a certains parents par rapport à leur vie d'avant, soit ils ont été maltraités ou bien ils ont été tellement justifiés. Et aujourd'hui, chacun essaie de transmettre cela à son enfant sans pour autant mesurer le pour et le contre de tout cela. Et donc, quand l'enfant n'arrive pas à faire la part des choses, il risque quand même de tomber dans les pièges. Et donc, moi, je dirais simplement que l'éducation est le centre de cette dépravation de mœurs. Si elle est bien, disons, si la base est bien fondée, je pense que le reste, en tout cas, comme on le dit souvent, on va faire avec. D'accord. Puisqu'on parle d'éducation, on va sauter sur l'école en même temps. Est-ce que l'école peut être considérée comme un élément qui renforce les bonnes habitudes, les mœurs, ou bien un élément qui participe à la dissolution des mœurs aujourd'hui? En réalité, la notion de l'école vient quand même renforcer l'éducation que les enfants reçoivent dans les maisons et pour les former et les transformer pour qu'ils deviennent de bons citoyens de demain. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, je peux dire que le système éducatif ou bien nos écoles aussi ont failli dans leurs activités, dans leur travail. Parce que si nous revenons, à chaque fois qu'on fait des sensibilisations, il y a les gens qui reviennent sur l'éducation civique, la citoyenneté. Cela veut dire qu'il y a un problème qui est là et que les gens sont conscients. Donc, entre-temps, quand cette matière n'existait plus au niveau de certains niveaux, et les gens commençaient par se poser des questions. Est-ce vraiment c'est l'école ou bien on ne sait plus ce que nos enfants vont dans les écoles pour faire? Parce que déjà,
quand il y a l'éducation civique et morale, si déjà à partir du CE1 jusqu'au CM2, on arrive à inculquer ces valeurs à un élève, je pense que même si au niveau du secondaire, il n'arrive pas à recevoir ses cours, c'est que ça le suit tout au long de sa vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'école est considérée comme le lieu de mode, je ne sais pas, le lieu de concurrence, surtout au niveau des jeunes filles. Et moi, je vais vous donner un petit exemple. Nous, on était en terminale, il y a une fille qui s'est habillée avec une petite jupe. Et ça a étonné tout le monde. Donc, ce sont les collègues de la classe, disons tout l'établissement qui a commencé par crier de part et d'autre. Et en fait, le censeur est sorti. Qu'est-ce qui ne va pas? Que voilà une pute qui passe. On regarde, le censeur dit d'accord. Tes collègues ont raison. Cherchez quelque chose et on lui a passé le pain. Mais malheureusement, on l'a renvoyé. Le censeur a pris ses responsabilités en disant que je ne voudrais pas que tu contamines les autres. D'ailleurs, tu es la nouvelle dans mon établissement. Je ne sais pas quelle vie tu menais de l'autre côté, mais dans mon établissement, je n'accepte pas ce genre d'habillement. Tu dois partir. Et la fille est partie. Mais maintenant, ce que nous vivons même, c'est la femme peut porter une jupe que ses parents lui ont cousue, mais en cours de route, peut changer une autre jupe. Parce que c'est à l'école qu'il faut s'égaler. Il faut dire, ah oui, c'est moi. Je me suis bien habillée par rapport à mes collègues et autres. Et donc, l'école est devenu quand même le lieu de modèle, le lieu de concurrence où chacun essaie de mettre en valeur sa tenue pour qu'on sache que oui, c'est moi qui passe, oui, je suis là et autres. Mais en ce moment, c'est comme si les cours de CM, d'éducation civique et morale, ont échoué. À l'école, il y a l'uniforme qu'on doit porter, il y a la tenue scolaire qui est là. Mais l'objectif de la tenue scolaire, c'était d'éviter toutes ces choses. Oui. À quoi sert la tenue scolaire aujourd'hui dans ces conditions? Puisqu'on voit que les garçons, comme les filles, chacun coupe sa tenue comme il veut. Quand on dit uniforme, tout le monde est habillé avec le même tissu, cousu de la même façon. Mais aujourd'hui, les uniformes, chacun le fait à son goût. Je pense que la responsabilité est à deux niveaux. À deux niveaux, au niveau des parents et au niveau des premiers encadreurs de nos écoles. Et une école à Sokodé nommée le lycée Sainte-Marie, ils ont leur tenue. Quand vous venez pour vous inscrire, on vous montre la tenue. Et déjà, dès la rentrée, deuxième semaine, on commence par vérifier et on écrit votre nom au tableau, on affiche au main. Vous n'avez pas respecté les lois. Voilà, quand vous êtes venu, on vous a montré que vous soyez une fille ou un garçon. On vous a montré la tenue exemplaire. Mais vous avez dépassé les bornes. On vous donne des garanties. Si vous n'arrivez pas à les respecter, en tout cas, on vous remet votre dossier. Parce qu'ils vont dire qu'ils n'en ont pas besoin de vous. Donc, quand je dis la responsabilité est à deux niveaux. Au niveau de nous, les parents, aussi, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois, de veiller sur l'habillement. C'est comment on a appris, comment on a discuté avec nos enfants par rapport à cet habillement-là. Et tout passe par nos religions et autres, que ce soit au niveau de la Bible ou du Coran. On parle toujours de l'habillement de la femme surtout, et pourquoi pas de l'homme. Comment la femme doit être habillée. Et dans les deux livres saints, on a mentionné. Et donc, si déjà, au niveau des parents, on a commencé par inculquer à ces enfants-là les valeurs de l'islam, et les valeurs éducatives et les valeurs de l'islam, les principes plutôt de l'islam et autres. Et au niveau des chrétiens aussi, en mettant l'accent sur je ne vais pas paraphraser, il y a une partie corinthienne qui met l'accent sur l'habillement aussi de la femme au niveau de la Bible. Donc je crois qu'au niveau des parents, si on arrive déjà dès le bas âge à discuter avec les enfants, voilà les conséquences, voilà pourquoi vous devez le porter, parce que ça fait partie des prescriptions divines et autres. Déjà, ils sauront que voilà, c'est ça. Mais au niveau des écoles, bien sûr, les CM est enseigné, mais aujourd'hui, les gens vont, si vous le permettez, les gens vont à l'école seulement pour avoir les notes. En tout cas, moi, c'est une analyse personnelle. Si les gens se disent que oui, déjà, l'ECM peut transformer ma vie et transformer la vie de ma famille, je ne pense pas que je le fais pour avoir la note aujourd'hui, mais je le fais pour le futur. Donc,
il y a cette matière qui est enseignée, mais seulement que dans la mentalité des élèves aujourd'hui, c'est pour avoir la note passée en classe supérieure. Mais le suivi n'y est pas. Et donc, au niveau des premiers responsables aussi, il n'y a pas le suivi, il n'y a pas de règles. Voilà, quand vous venez, vous franchissez, voilà ce qui peut vous arriver. Donc, tout le monde est laissé pour le compte. Et aussi, bon, ça dépend. Nos enseignants qui vont loin même avec l'achat de notes et autres, donc ça agit aussi. La fille se dit, si je me mets bien, je m'habille bien, je ne serai pas bien vue par mes enseignants. Mais quand je porte les sexy, je serai mieux vue par mes enseignants. Et là, on peut échanger mon habillement par rapport aux notes. Donc voilà ce qui se passe actuellement. D'accord. Amis auditeurs et auditrices de la 93.1, vous êtes dans votre émission Le Pacifique qui discute ce matin sur la dépravation des mœurs en prenant comme prétexte la conférence qui a été organisée par l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, dont la frange féminine a organisé un thème sur la jeune fille musulmane face à la dépravation des mœurs de la société. Madame Oumou, on reste avec vous, on reste toujours dans le cadre de l'école. Il est de tradition d'organiser des semaines culturelles au niveau de l'école. Tout à l'heure, en parlant de mœurs, vous avez dit que ce sont nos propres valeurs qui donnent des règles par rapport à la société. Mais si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, la semaine culturelle, ce n'est plus la semaine de notre culture en tout cas. Et même s'il faut parler de dépravation des mœurs, ces semaines culturelles, c'est le haut lieu de la dépravation des mœurs. Et effectivement, comme vous l'avez su dire, les semaines culturelles ne respectent plus les normes d'avant. Et si je me rappelle bien, quand on parle de semaine culturelle, c'est que chaque élève ayant son groupe ethnique s'organise d'abord et ils font valoir leur culture à travers la danse et autres. Et en dehors de ça, ils font ce que nous appelons après le petit pique-nique, c'est-à-dire un petit retrouvaille, une petite fête. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, moi je peux dire qu'on a laissé de côté nos us et coutumes, la tradition, elle a disparu. Et quand on fait une analyse, en tout cas, c'est le lieu encore pire, disons, de faire valoir ou bien de montrer en fait sa nudité, que ce soit du côté des hommes ou des filles, surtout au niveau des filles. C'est le moment où il faut s'apprêter. Si c'est une semaine, quel genre de tenue je vais concevoir et de lundi à vendredi, quelle tenue je vais porter pour être plus sexy. Un auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Diminuez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, en fait, je voulais poser une question. Oui, allez-y. Bien avant ça, je voudrais d'abord vous féliciter pour cette brillante émission. Merci beaucoup. Ensuite, je voulais demander quand est-ce que vous aviez constaté cette dépravation? Oui. C'est la première question. Oui. La seconde, quelles sont les mesures d'approche, les solutions que vous proposeriez pour que cela soit évité? Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, on t'avait interrompu tout à l'heure quand tu étais en train de développer en ce qui concerne les semaines culturelles. On te laisse terminer puis on revient sur les deux questions de l'auditeur. Ok, et comme je le disais, maintenant ce n'est plus comme avant. Et donc, la semaine culturelle qu'organise chaque école est le lieu en fait d'exhibition de toute la jeunesse en fait. Et donc, c'est en fait du désordre, moi je peux le dire ainsi, c'est du désordre qu'on constate lors de ces jours, des semaines culturelles que nous organisons. Au contraire, ça devait nous permettre de faire des réflexions, de faire des petits débats, des conférences, des exposés pour quand même corriger certaines choses que nous constatons au niveau de nos écoles, par exemple. Au niveau de l'ECM, on peut choisir un thème et faire un débat. Et pourquoi pas parler même de l'habillement, de l'homosexualité, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça se transforme. Vous êtes avec vos enfants, un jour vous apprenez que bon,
ils sont rentrés dans ce système-là. Donc ça devait être le lieu où on devait partager les expériences, discuter, faire des exposés, mais néanmoins consacrer une journée pour faire valoir nos cultures à travers nos danses et autres, et finir par nos pique-niques que l'on a l'habitude d'organiser. Mais malheureusement, on bloque toute une semaine où chaque fois, c'est les musiques importées, c'est de n'importe quoi, et chacun vient faire ce qu'il veut. Et des fois, même les gens vont au-delà. C'est là même que les gens essayent de violer les uns et les autres. Soit c'est les hommes, ou soit c'est les femmes. Comme la plupart du temps, la violence se fait au niveau du sexe féminin. Et c'est là, avec le harcèlement sexuel et tout, c'est au niveau de ces semaines culturelles-là que nous constatons cela. Nous allons observer une pause et nous allons revenir à nos invités pour continuer avec notre sujet de discussion ce matin. Elle va répondre en ce moment aux 2 questions de l'auditeur. Toujours une longueur d'avance, Taxi FM. Amis auditeurs et auditrices de la 93.1, nous revenons à notre émission Le Pacifique qui discute aujourd'hui de la question de la dépravation des mœurs. Nous avons avec nous Madame Djobo Oumou, qui est membre du Bureau national de coordination de l'Association des cadres musulmans au Togo, qui travaille au niveau de WANEP où elle est responsable des programmes et des femmes. Nous avons également avec nous Ouro Gandhi Faouzia, qui est la 2e vice-présidente de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, étudiante en 3e année au niveau de Esteba. C'est cette association qui a organisé la conférence qui nous a servi de prétexte pour revenir sur le thème ce matin. Nous étions avec Madame Oumou et il y a un auditeur qui a posé 2 questions. On va la laisser répondre. La première question, il demande à partir de quand on constate cette dépravation. Quand est-ce que cela a commencé dans nos sociétés? Merci, nous remercions l'auditeur. Et pour ne pas mentir, la dépravation, le constat de la dépravation des mœurs a commencé par se sentir vers les années 90. À partir des années 90, on a commencé avec l'histoire de l'habillement, de l'homosexualité aussi qui est apparue. Et donc, si nous allons loin, je pense que avec les origines vraiment de cette dépravation des mœurs, il y a aussi, comme je le disais tantôt, l'éducation qui a failli entre-temps au niveau des parents. Et en dehors de ça, il y a aussi l'importation des cultures que l'Afrique n'en avait pas. Et donc, chacun essayait de se coller à cette culture-là, soit disant qu'elle est plus meilleure que la nôtre. Et aussi, il y a aussi, le civisme. Le civisme. Et il y a la taille du ménage aussi. Si on peut aller loin, on voit la taille du ménage où on n'arrive pas à cadrer vraiment les enfants. Et donc, chacun se voit libre de faire ce qu'il veut. Et donc, je crois que à partir des années 90, ce constat a commencé par se faire sentir. Et donc, il y a certains qui ont commencé aussi à réfléchir par rapport à ça. Quels doivent être les voies et moyens pour ne pas tomber en même temps sur la deuxième question. D'abord, au niveau de l'habillement, il faut s'habiller plutôt convenablement et d'une façon décente, en couvrant toutes les parties du corps, surtout au niveau de la jeune fille. Et au niveau de nos jeunes garçons, il faut qu'ils arrivent à éviter le système de hip-hop qui les amène à faire descendre leurs pantalons jusqu'aux fesses et laisse voir, je ne sais pas, leur partie intime. Et donc, en dehors de ça, il faut que nous, en tant que parents, qu'on arrive à bien cadrer nos enfants par rapport à ces chaînes, surtout les chaînes internationales que nous avons actuellement dans nos maisons, et que nos enfants peuvent suivre tout ce qu'ils veulent. Et aussi de savoir comment nous utilisons nos réseaux sociaux. Il est bien vrai qu'on peut utiliser la nouvelle technologie pour des biens, à des fins utiles, mais ce que nous constatons aujourd'hui, tu vas dans un cyber, déjà un jeune de 12 ans est en train de suivre un film pornographique
au niveau du cyber. Au lieu d'utiliser le Google pour une recherche donnée, ils sont là à faire de n'importe comment. Et pire encore, avec nos histoires de WhatsApp, il faut qu'on commence par réfléchir. Quel genre de message je dois recevoir? Comment je dois utiliser mon portable? Il ne faudrait pas que je devienne prisonnier et qu'à chaque fois je cherche à écouter des inutilités au lieu d'aller plus loin. Et aussi, en tant que croyants, que ce soit chrétiens ou musulmans, il faut que nous arrivions à nous attacher plus à nos 5 livres pour voir vraiment les prescriptions plutôt divines, pour que nous puissions quand même évoluer dans ce sens-là. Et au lieu qu'on aille faire de n'importe quoi, on peut méditer sur un verset donné, et cela quand même va essayer de nous rappeler ou bien de nous interpeller à mieux connaître qui nous sommes, quelle vie nous menons. Et je pense qu'à partir de là, nous pourrions quand même arriver à nous en sortir. Mais l'accent est mis vraiment au niveau du suivi. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est pour participer à l'émission. Oui, allez-y. Oui, je voudrais poser une question. Alors, vous avez fait des propositions sur comment les parents devraient suivre, mais mon inquiétude se trouve au niveau de la communication qui est établie entre parents et enfants. Oui. Quel devait être le contenu de cette communication? Aujourd'hui, lorsqu'un enfant regarde une télévision, les parents devraient être où? Puisqu'il ne suffit pas de dire de ne pas voir. Oui. Puisque le parent n'est pas rattaché à l'enfant à chaque minute de sa vie. Oui. Alors, il serait important de nous proposer des contenus de communication entre parents et enfants du moment où que l'enfant se retrouve seul ou avec le parent, de savoir comment identifier ce qui n'est pas bien dans une image pornographique, dans une image télévisuelle, Oui. et ensuite sur l'ensemble des médias utilisés aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Djobo, l'auditeur revient sur la question de la télévision et des médias de façon générale que vous avez soulevé, et il pose un problème concret. Quel système mettre en place en termes de communication parent-enfant pour que le parent soit présent ou que le parent soit absent, que l'enfant puisse faire le bon choix? Merci beaucoup. Je crois que, comme on le dit souvent, on ne naît pas femme, on le devient. Et quand on le dit, c'est pour en fait mettre l'accent sur comment nous éduquons nos enfants. L'éducation non violente surtout. Il faut qu'on arrive à mettre l'accent là-dessus. Même pas seulement au niveau de nos enfants, mais au niveau de tous les membres de notre famille, surtout entre notre, disons, nos enfants et notre femme. Il faut mettre l'accent sur la communication non violente. Et comment cela doit se passer? Déjà à partir de l'âge de 5 à 6 ans, il faut commencer par discuter avec ses enfants. Il faut avoir un temps minimum pour ses enfants. Donc, établir un calendrier où vous allez discuter. Vous allez discuter de la vie, vous allez discuter de votre religion. Et cela vous amène à inculquer des valeurs à vos enfants. Je suis votre père ou bien je suis votre maman. Voilà, par rapport à notre religion, voilà. Connaître Dieu, qui est mon Dieu. C'est-à-dire au niveau des musulmans, connaître notre prophète. Le pourquoi il est venu, sa mission et tout. En tant que musulman, que dois-je faire? Connaître la responsabilité, le respect, la parenté filiale entre moi et mes parents. Quel respect? Donc ce sont des valeurs que nous devons inculquer dans nos communications avec nos parents. On peut ne pas le faire durant toute la semaine, mais choisir au moins 2 jours dans la semaine pour discuter avec nos parents. Avec nos enfants plutôt. Mais d'autant plus que nous serons plutôt distants de nos enfants. Je ne pense pas que d'un jour à l'autre, si nous cherchons à quand même corriger un mal en eux, ils vont facilement accepter parce que dès le bas âge, ça n'a pas été fait. Donc il faut toujours communiquer et les écouter. Il y a les enfants tellement éveillés maintenant que quand tu écoutes ce qu'ils font ressortir et ce qu'ils veulent de vous, ça vous étonnera. Ça leur permettra de vous poser 1000 questions, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan de la société. Comment cela doit se faire. Donc moi je pense que
en mettant l'accent sur la communication non violente, en donnant quand même le minimum du temps à ces enfants pour les écouter et qu'à eux, leur tour de nous écouter, je pense qu'on pourra quand même corriger disons ces problèmes-là dès le bas âge pour que cela ne dégénère pas. Mais quand on laisse les enfants à eux-mêmes et à un âge donné, on constate qu'il y a un problème et qu'on voudrait discuter, maintenant ils deviennent un peu têtus et on veut quand même mettre l'accent sur le langage violent, je ne pense pas qu'on pourra s'en sortir. Et là, on va plutôt essayer d'égarer ou bien d'éloigner cet enfant-là de nous. Parce qu'il a trouvé un modèle ailleurs et qu'il cherche à imiter. Et non, au lieu qu'il trouve ce modèle-là dans sa maison, il a trouvé ça ailleurs, par faute de communication. Donc, je reviens en disant que la communication dès le bas âge, et surtout la communication non violente, peut nous permettre d'évoluer. Oui, un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je reviens encore, en fait. Oui. Au fait, quand madame parle de la communication, Oui. je voudrais qu'elle me donne des détails par rapport à ça. Oui. Quel genre de communication parle-t-elle? C'est là où ça flotte un peu, puisque nous qui sommes des auditeurs, par exemple, il faudra nous dire comment est-ce qu'on doit communiquer avec nos enfants, quel type de communication, il faudrait qu'on sache quoi. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il revient pour demander de façon concrète quel type de communication avec les enfants pour pouvoir résoudre ce problème. En tout cas, je pense que ce que j'ai dit n'est pas loin de ce type. Dans nos communications, il y a la communication violente et il y a la communication violente. Et dans cet aspect-là, il y a des petits sous-aspects. Quand je parle de la communication non violente, qu'est-ce qui se passe? Le matin, il y a la réunion familiale. Vous discutez. Voilà, par exemple, l'islam, qu'est-ce que c'est? Toi, un parent, tu mets sur le tapis, l'islam, qu'est-ce que c'est? Et tu donnes les principes. Et après, tu peux revenir. Comment faire la prière? Comment respecter les gens? Quels sont les comportements d'un bon musulman? Tu cites ça. Et devant eux, toi, en tant que parent, tu dois éviter certains comportements aussi. Tu ne peux pas inculquer à tes enfants, un bon musulman ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça, ou bien un bon chrétien ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça. Et l'enfant constate que dans tes palais, il y a le mensonge. Dans ton comportement avec peut-être ta femme, il constate qu'il y a des défauts. Avec les collègues, avec ton entourage, il voit comment vous cohabitez. Et donc, ça reflète sur l'éducation de l'enfant. Il essaie de copier. Et d'un jour à l'autre, vous allez constater que tout ce que vous êtes en train de faire n'a même pas donné un bon fruit. Parce que vous avez dit, mais dans la pratique, vous-même, vous n'avez pas essayé d'être en conformité avec ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand vous dites, les enfants, ils imitent et ils nous suivent de près. Vous dites et vous pratiquez. Et voilà, relègue, quand tu n'arrives pas à respecter, voilà ce qui peut t'arriver. Mais moi, en tant que parent, quand je te dis, fais ci, regarde, il y a la prière. Tu dois faire les 5 prières aux heures opportunes. Mais la télé, c'est à ce moment que tu peux suivre la télé. Je ne vais pas t'empêcher de suivre la télé, mais à tel moment, voilà, on établit le calendrier. Tu fais ça. À tel moment, tu te reposes. À tel moment, tu peux apprendre. Et à tel moment, tu peux quand même suivre la télé. Mais sache que si c'est des tout petits, c'est les thèmes de, comment dirais-je, les dessins animés et autres. Mais quand c'est les grands aussi, il faut être aux aguets. Parce qu'avec nos chaînes internationales, il y a tout. Et il faut savoir quel genre de crédit vous mettez. Si vous savez qu'avec le crédit de 10 000 ou 20 000, je ne sais pas, les chaînes que vos parents et bien vos enfants peuvent suivre, ça peut endommager. Vous saurez comment faire. Par exemple, chez moi, je sais que sur une chaîne, il y a telle chose. Donc, je mets le code. Quand tu le captes, ils ne verront pas. On va leur demander le code, mais ils n'arriveront pas à intégrer le code. Mais les autres, ils peuvent suivre. Donc, c'est à nous aussi, en tant que parents, de prendre nos responsabilités, d'essayer quand même d'aider l'enfant à élaborer son calendrier journalier, pourquoi pas hebdomadaire. Et en fait, chaque semaine, il faut qu'un parent arrive à faire le bilan hebdomadaire avec ses membres de famille, surtout avec ses enfants. Voilà ce que nous avons établi au cours de la semaine. À la fin, qui a failli?
qui a pu évoluer. Et s'il y a à faire des cadeaux, vous faites le cadeau à celui qui a pu respecter les choses pour que prochainement, l'autre puisse dire, ah, moi aussi je vais faire un effort pour que je puisse bénéficier de ce que mon collègue ou bien mon frère ou bien ma soeur a pu obtenir de mes parents. Mais quand vous laissez sans réunion, sans faire de petits bilans, je ne pense pas qu'on pourra, disons, résoudre le problème. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre ou bien satisfaire l'auditeur. Merci. Bon. Merci, Madame Oumou. On était sur la question de l'école et la dépravation des mœurs. Quand les auditeurs nous ont balancé sur la société, mais on est toujours dans le même thème. En parlant toujours de l'école, on connaissait les maladies sexuellement transmissibles. On nous parle maintenant de notes qui sont sexuellement transmissibles. Le problème, il est où? Est-ce que c'est les élèves qui ne veulent plus bosser, ils veulent la facilité, particulièrement les filles, ou bien est-ce que c'est les enseignants qui veulent se faire payer en nature, j'allais dire? Je pense que c'est à deux niveaux. Il y a les jeunes d'aujourd'hui qui ne veulent plus bosser, comme vous l'avez dit, surtout nos jeunes filles. Même jusqu'au campus, les gens se cherchent. Je viens pour avoir les notes, mais comment je vais livrer mon sexe? Et malheureusement, il y a certaines qui ont été déçues, bien qu'elles ont eu, disons, elles sont tombées dans ce piège, elles n'ont pas pu s'en sortir. De l'autre côté, c'est nos enseignants, nos encadreurs. Si nous parlons du harcèlement sexuel que les gens vivent, nos jeunes filles vivent dans les écoles, c'est pas entre elles. Mais il y a entre elles en tant qu'élèves ou étudiants, mais le grand problème, c'est entre elles et les enseignants. Et si, en tant qu'enseignant, je considère l'élève comme ma fille, comme ma petite sœur, je ne pense pas que je serai quand même, ou bien j'aurai cette idée-là, pour ne pas dire cette idée maléfique, dire que je vais faire des avances à une élève que j'enseigne. Et quel respect. Et donc, je crois que comme cela est né dans ce système-là, les filles ont profité. Et même ce qu'on constate maintenant, elles vont au-delà. Elles n'attendent plus que les enseignants puissent faire le pas. Et c'est elles-mêmes. Et tout ça, là, ça passe par l'habillement qu'on avait listé entre-temps. Si la fille est décemment habillée, quelle que soit l'idée maléfique qui va traverser la tête de cet encadreur-là, il va essayer de se maîtriser. Mais déjà, la fille est nue dans la classe. Les seins exposés, les cuisses exposées, tout est exposé. Et en tant qu'être humain, ça interpelle tout le monde. Et l'encadreur qui n'arrivera plus à se contrôler sera obligé disons, sera tenté. Et à la fin, qu'est-ce que la fille espère? C'est les notes. Et donc, effectivement, nous constatons ce phénomène-là. Au lieu qu'on parle des maladies sexuellement transmissibles, maintenant, ce sont des notes sexuellement transmissibles que nous rencontrons dans nos établissements, en commençant même par le primaire jusqu'au 3e cycle. Urogandi Faouzia, on a parlé tout à l'heure de l'habillement, vous en aviez parlé tout à l'heure au début. Je me pose la question, quand une jeune fille dit « je vais m'habiller sexy », qu'est-ce qu'elle cherche à travers cet habillement? Parce qu'en principe, l'habit vient pour couvrir le sexe. Quand finalement l'habit lui aussi devient le sexe, l'habit sert à quoi? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la question. C'est ce que la grande sœur vient de le dire. Souvent, ce qu'on s'est dit que s'habiller sexy, c'est pour se faire voir. On s'est dit que quand on couvre tout le corps, bon, peut-être souvent nous sommes sur le campus. Quand vous vous habillez décemment, c'est comme vous ne connaissez rien, vous venez d'où? Une fois, une de mes amies me disait qu'elle était arrivée bien habillée, voilée. Et il y avait un groupe de filles qui étaient là-bas habillées en sexy, qui disaient, mais donc il y a aussi ce genre de filles sur le campus. C'est comme avec cet habillement, non, on ne peut pas avoir cet habillement sur le campus, avoir un habillement décent, voilé ou autre. C'est comme ce n'est pas à la mode. Donc maintenant, tout le monde veut être à la mode. Et pour les filles, être à la mode, c'est s'habiller en sexy, faire sortir ces parties intimes pour qu'on voit, pour qu'on dise que oui, moi aussi je suis bien habillée ou autre. C'est ça souvent. Et aussi, comme la grande sœur aussi l'a dit,
nous sommes à la recherche des notes. On ne veut plus s'efforcer. On ne veut plus s'efforcer. C'est comme on est là, je veux avoir les notes et partir. Donc, comme on ne veut pas mettre toutes nos forces pour trouver ces notes, il faut quand même trouver des directions, bien des chemins courts pour pouvoir trouver ces notes. Donc, comment faire? Il faut quand même exposer ces parties pour que l'intéressé voit et vienne pour que je puisse avoir les notes. C'est aussi, en quelque sorte, ce que les sœurs pensent en s'habillant de cette façon. Fauzia, généralement le 8 mars, puisque vous avez organisé la conférence dans le cadre de la célébration du 8 mars, c'est le folklore qu'on voit, c'est la fête. Pourquoi vous avez choisi cette réflexion sur un sujet d'actualité comme la dépravation des mœurs? Ok, merci beaucoup. Bien sûr, c'est la fête. On dit souvent, il faut apprendre en s'amusant. Il faut apprendre en s'amusant. Et ça, on arrive à capter plus vite. Bien sûr, si c'est juste dire une conférence seule, venir écouter, partir, on a l'habitude d'oublier. Mais quand même, si c'est dans une fête, quand même, on n'oublie pas. On se rappelle toujours de la fête qu'on a eu à faire. Donc, dans la fête, on a voulu attirer l'attention de nous les sœurs, ou bien de nous les jeunes filles, sur la dépravation des mœurs qui est d'actualité maintenant. Bien sûr, nous sommes des jeunes filles, nous sommes peut-être des étudiantes et autres, il faut être à la mode, mais il faut quand même revoir notre dignité qui est en cause. Nous allons avoir par exemple les notes partir, mais quelle sera notre dignité après? Qu'est-ce que nous pensons après? Après, bon, on peut avoir les notes partir. Quand tu revois ton professeur ou bien dans la vie courante, toi-même, qu'est-ce que tu vas ressentir? Donc, en tant que jeune fille musulmane, et comme nous aussi, on veut évoluer, nous sommes les jeunes filles d'aujourd'hui, mais nous serons les femmes de demain. Nous serons quand même responsables un jour. Il faut quand même que nous apprenions à être responsables dès aujourd'hui pour que demain, nous puissions être aussi des responsables. Madame Diogo Oumou, on parle toujours de la dépravation des mœurs. Quel rôle l'argent joue dans la dépravation des mœurs aujourd'hui? L'argent, oui, ça fait partie. L'argent et le sexe a pris la place de la dépravation des mœurs. Avec ce que nous voyons aujourd'hui, disons, il y a de cela 2 semaines, avec les informations par-ci par-là, les gaïmanes du Bénin qui sont à la recherche du sang, en tout cas pour devenir des riches. Je ne sais pas si effectivement c'est leurs féticheurs qui leur ont dit, avec cet argent-là, vous serez riche et vous serez immortel. Je ne sais pas trop. Donc l'argent a tellement pris l'esprit des êtres humains aujourd'hui qu'on n'a plus la crainte du Dieu. On préfère sacrifier l'être humain pour avoir cet argent-là. Donc la question qu'on se pose, c'est où va le monde? Est-ce que ce qu'entre-temps le philosophe Hobbes disait, l'homme est loup pour l'homme, c'est vraiment ce que nous vivons? Ou bien entre-temps les gens ont changé? Donc je me dis qu'avec ce système de transformer l'être humain en argent, c'est la pire des conséquences de la dépravation des mœurs. On a tellement dépassé les bornes. Et tout ça là, je reviens toujours, c'est le suivisme, c'est l'importation des autres cultures. Parce qu'on se dit qu'ailleurs ça marche. Il faut que nous aussi, nous arrivions à essayer de faire cela pour voir si on peut aussi, disons que si ça peut marcher aussi dans notre communauté. Et donc c'est ce que nous sommes en train de traverser. On n'a plus le sens de vivre, on n'a plus la piété, l'humilité et on n'a plus vraiment la crainte de Dieu. Moi je me dis, s'il y a vraiment la crainte de Dieu, faire sortir là même, on doit réfléchir doublement. Mais tant qu'il n'y a pas cette crainte, je pense que on est voué à tout et on peut faire tout ce qui ne nous vient pas à la tête. Donc si aujourd'hui les gens optent à être des homosexuels, c'est qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Que ce soit au niveau des Coran ou bien de la Bible, il n'y a pas un verset, il n'y a pas un chapitre qui autorise l'homosexualité. Donc je pense que les gens doivent prendre conscience de ce phénomène-là
pour que quand même on arrive à corriger cela. Parce que ça fait partie de l'une des grandes conséquences de la dépravation des mœurs. On a parlé de l'école, on a parlé de la famille. Malheureusement, le temps nous fera défaut pour parler de l'État avec sa part de responsabilité, pour parler des lois. Parce que quand même, dans le code pénal au Togo, dans la section 2, on parle d'outrage aux bonnes mœurs. Et de façon générale, il y a même des sanctions, emprisonnement d'1 à 3 ans, amende de 100 000 à 500 000 francs. Mais on a l'impression qu'on ne voit rien de tout ça dans la société. Moi, je crois que je ne vais pas accuser qui que ce soit. Mais je me dis, si aujourd'hui, l'État ou le gouvernement se met à organiser, disons, les éditions de Miss et autres, les trucs de Miss et autres, je ne crois pas que nous pourrions arriver. Parce que si déjà c'est le gouvernement qui a adopté ce code pénal avec des articles sanctionnants, et qu'on constate aujourd'hui qu'on organise les Miss où on voit les filles nues, en tout cas moi je dis qu'elles sont nues, je ne pense pas que quelqu'un pourra dire oui, il faut mettre en pratique cette loi. Bien qu'on dit nul n'est au-dessus de la loi, mais cette loi ne frappe personne parce que nous-mêmes nous sommes conscients, nous sommes responsables. C'est nous-mêmes qui encourageons en fait, disons, cette dépravation. Donc on a de la peine à pouvoir sanctionner les gens parce qu'on les a déjà encouragés. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Peut-être la responsabilité, c'est à nous. Et moi, je me dis qu'il faut commencer toujours par le bas. On sait que la tranche a déjà failli, mais commençons par les tout petits pour voir ce qu'on peut faire. En tout cas, vous soulevez un véritable paradoxe puisque les textes sont là pour interdire l'exhibition, les textes sont là pour interdire la fabrication, la vente, l'exposition d'images, de films, d'enregistrements sonores, visuels contraires à la décence. Mais tout le monde voit ce qui se passe, mais malheureusement, on ne pourra pas aborder cette question. Le temps nous fait défaut. On revient à Faouzia. Faouzia, on est pratiquement à la fin. Qu'est-ce que tu vas nous dire pour conclure? Ok, merci beaucoup. Je remercie Madame Ouro Djobo pour cette conférence qu'elle nous a apportée le jour de notre JIRAS, Journée de réflexion et d'action des sœurs. Un grand merci aussi au ministère qui n'a pas manqué de nous assister et nous parler un peu de la participation de la femme à la gouvernance publique, engagement et défis. Et pour finir, je ne vais pas manquer de remercier le Pacifique et plus précisément le DG Pacifique qui nous a suivis depuis que nous avons eu l'idée d'organiser cette journée de réflexion et d'action des sœurs jusqu'à la fin. Qu'Allah les récompense au centuple et aussi aux parrains et aux conseillers de l'AMT qui sont toujours à nos côtés quand nous avons besoin d'eux. Qu'Allah les récompense tous. Un grand merci à tout le monde. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Madame Djobo, quelle conclusion puisqu'on n'a pas pu épuiser tout le sujet? Merci beaucoup. Et je joins ma voix à celle de ma collègue pour dire un sincère merci d'abord aux responsables de la radio, Tassif FM, le Pacifique, les conseillers infatigables pour l'émission, M. Diouf. Et j'ai des conclusions, des points au niveau du gouvernement qu'on arrive à mettre en pratique les règles, les tests et lois que nous votons pour le bien de la société. Cela nous permettra d'éviter pas mal de choses. Au niveau de la jeune fille, aujourd'hui nous sommes jeunes filles, comme ma collègue l'a dit, demain nous serons une femme. Et une femme suppose la première éducatrice, la conseillère. Et donc, de pouvoir mettre en pratique tout ceci pour avoir un bon comportement, d'être un leader dans son quartier, dans sa famille, disons dans la société, pour pouvoir apporter un plus à la société. S'il y a quelque chose, corriger par rapport à notre langage non violent. Et je pense que petit à petit, on pourra quand même corriger ce phénomène-là. Et surtout en commençant par les tout petits. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à toutes les deux. On va rappeler une des conclusions. On a des textes de loi qui sont là, qui sanctionnent ce qu'on appelle de façon générale l'atteinte, outrage aux bonnes mœurs, attentat à la pudeur comme on dit.
on va effectivement, en plus de l'appel qui avait déjà été lancé aux parents à l'école, demander aux autorités également de pouvoir jouer leur partition à la matière. Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Taxi FM.